Bien, bonjour à tous. Alors, c'est juste quand même un mini mot d'introduction pour souhaiter la bienvenue à tous les participants en direct comme en distanciel, comme on dit. Ce séminaire général du CERCRID est en partenariat avec l'Institut de droit de l'environnement et le laboratoire EVS, auquel je suis associé, pour accueillir Julien Bétail, ici présent, professeur à Pau et ancien compagnon de Toulouse, avec moi. On est ravis de se retrouver. Pour parler de l'approche empirique du droit, et en particulier du droit de l'environnement, mais c'est bien dans ces deux sens qu'il faut le dire, puisqu'il ne s'agit pas tant que de droit de l'environnement, que des deux. Et à la limite, je vais laisser la parole immédiatement à notre invité pour une présentation que tu prends le temps dont tu as besoin, et après, on prendra aussi le temps dont on a besoin, jusqu'à épuisement. Voilà. Ok, très bien. Bon, merci beaucoup, cher Benoît, pour cette invitation. C'est l'occasion effectivement de se revoir depuis que tu es revenu dans la région lyonnaise. Bonjour à tous, en présentiel comme en distanciel. Je suis heureux aussi de retrouver quelques amis et compagnons de route environnementalistes. Alors, vous avez peut-être déjà vu sur Internet, j'ai déjà fait des présentations sur ce que j'ai appelé l'empirisme méthodologique ou sur les méthodes quantitatives en droit. Donc, je vais essayer le moins possible de me répéter par rapport à ces autres présentations. Mais évidemment, il y a, on va dire, une longue introduction qui est, à mon avis, nécessaire quand même pour cadrer ce dont on parle. Pour information, donc j'ai fait notamment une présentation au mois de mai à Aix-en-Provence, dans le cadre de l'UMR, du séminaire de l'UMR DICE, où là j'ai plutôt développé les aspects d'épistémologie, de théorie du droit, où j'ai essayé de justifier, dans le cadre des courants de théorie et d'épistémologie juridique, comment pouvait se situer ce que j'ai appelé l'empirisme méthodologique. Donc sur cet aspect-là, évidemment, je vous renvoie à cette conférence, je vous renvoie aussi à mon HDR dans laquelle j'ai développé ces aspects-là. On peut évidemment, je suis ouvert à toute question là-dessus, il n'y a pas de problème, mais c'est pas l'objet aujourd'hui de vraiment approfondir ces dimensions-là, même si vous verrez dans l'introduction, il faut qu'on en discute un peu. Ensuite, la deuxième présentation que vous trouverez en ligne, c'est celle que j'ai réalisée à l'invitation d'Armand et d'Ariane sur là le thème précis, c'était les méthodes quantitatives en droit. Là aussi, voilà, si vous voulez des exemples un peu plus généraux que ceux que je vais prendre aujourd'hui sur les méthodes quantitatives, vous pouvez vous référer à cette présentation. Aujourd'hui, j'ai essayé de couper un peu la poire en deux, et puis je suis content parce que cette dimension-là, j'ai jamais le temps de la développer en fait dans les conférences précédentes que j'ai faites sur ce sujet. Je vais essayer de développer vraiment la partie environnement. Donc il y aura d'abord une partie assez générale, plutôt épistémologique et de cadrage de ce que c'est l'empirisme méthodologique, et ensuite je vous ferai un peu un tour d'horizon, je vous donnerai plusieurs dizaines d'exemples de recherche empirique en droit de l'environnement. Mais il va de soi que si vous n'êtes pas spécialiste du droit de l'environnement, il suffit de transposer à votre objet de recherche et ça va certainement évoquer certaines idées. Donc voilà, je pense que vous perdez pas non plus votre temps en écoutant cette présentation un peu plus spécifique dans le domaine de l'environnement. Alors d'abord, ça peut peut-être pas au CERCRID, mais de manière générale, ça peut peut-être surprendre cette idée qu'on pourrait envisager le droit de manière empirique. Et je crois que, comme souvent d'ailleurs en recherche, derrière ce type d'orientation, en réalité, il y a des circonstances personnelles liées au hasard, voilà, qui font qu'on arrive à un certain moment, à un certain point. Donc, en ce qui me concerne, l'origine de cette démarche, c'est évidemment d'abord dans une thèse que j'avais consacrée à la question de l'effectivité de la norme en droit public, notamment dans les domaines de l'environnement et de l'urbanisme déjà. Et à l'époque, cette thèse sur l'effectivité, elle était satisfaisante pour moi à ce stade-là de ma formation, mais elle était en même temps
enfin, disons qu'elle charriait une part de frustration, on va dire, liée au fait que dans une thèse de droit, on essaye de faire du droit. Et donc, il y a parfois certaines zones qui peuvent être un peu plus dangereuses ou déconseillées. Donc j'avais à l'époque, j'ai essayé de rester à peu près dans les clous de la discipline juridique, en orientant ce travail vers le droit positif et vers la théorie du droit, mais sans aller du côté des sciences sociales. Alors même que quand on parle d'effectivité, c'est évidemment le domaine des sciences sociales qui est désigné en premier. Et donc là, on a un obstacle classique qui est que les disciplines académiques se construisent par leur autonomie et ça les amène parfois à une forme d'isolement. C'est pas vrai pour toutes les disciplines académiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de disciplines qui dialoguent entre elles, mais en tout cas, au moment où j'ai passé ma thèse, la tendance était plutôt à l'isolement des disciplines juridiques. Je crois que ça a un petit peu changé depuis, même si ça reste, à mon avis, une tendance assez lourde dans le paysage académique de manière générale et peut-être encore plus dans le paysage juridique. Autre élément qui m'a amené vers l'empirisme, c'est le constat dans le domaine de l'environnement d'une forme de politisation des discours qui sont portés à l'égard du droit de l'environnement. Alors cette politisation, elle est valable dans tous les domaines en droit. Le droit de l'environnement n'est pas plus politique ou moins politique qu'un autre, contrairement à ce qu'on peut laisser croire parfois. Mais c'est vrai que, comme toute norme, elle a une dimension. Le droit de l'environnement a une dimension politique importante. Cette politisation des discours en droit de l'environnement, vous la retrouvez de tous les côtés. On va dire de tous les côtés de l'échiquier politique, d'une certaine manière. Les industriels portent une vision du droit de l'environnement qui n'est pas 100% objective, qui, d'une certaine manière, peut servir leurs intérêts. Les agriculteurs, on l'a vu l'année dernière, portent une certaine vision du droit de l'environnement, qui peut parfois être teintée de formes d'irrationalité, mais c'est ainsi. Et donc ils produisent des discours sur le droit de l'environnement. De l'autre côté, certains mouvements militants produisent aussi un discours sur le droit de l'environnement qui est beaucoup plus environnementaliste. Et c'est normal. Moi, parmi tous ces discours, celui qui m'a le plus interpellé, le plus gêné, c'est le discours qui est porté par les partisans des droits de la nature. Alors, je vais pas faire une conférence sur les droits de la nature, je vous rassure, mais simplement, ça explique aussi une trajectoire personnelle. C'est-à-dire que, à force d'avoir lu le catéchisme habituel, puisque tout le monde répète la même chose dans ce domaine-là, le catéchisme habituel selon lequel le droit de l'environnement serait totalement inefficace et donc il faudrait le remplacer par quelque chose de révolutionnaire sur le plan paradigmatique qui s'appellerait la personnification juridique de la nature. Bon, ne souriez pas. Voilà, j'en ai eu assez en réalité de ce discours-là, qui à l'époque était un discours militant, qui depuis est devenu une sorte de mode académique, ce qui est un peu plus inquiétant. Mais voilà, j'en ai eu assez. Je me suis dit, ce qui m'a sincèrement beaucoup interpellé, c'est que je me suis dit, voilà un discours à l'évidence politisé, mais qui vient dire le droit de l'environnement est inefficace. Je suis l'auteur d'une thèse sur l'effectivité du droit de l'environnement et je ne suis pas capable de répondre à cette argumentation. Donc là, ça interroge, je renvoie à ce que je viens de dire sur l'autonomie et l'isolement des disciplines juridiques. Oui. C'est quand même assez hallucinant, après un doctorat, etc., un sujet consacré à ça, de pas être capable. Alors, je m'autoflagelle, c'est pas totalement incapable de répondre à cet argument-là, mais j'ai voulu être capable d'y répondre de manière rigoureuse, scientifique, avec des résultats concrets, et pas simplement poncif contre poncif. Ah, c'est inefficace, mais non, c'est efficace, mais si, c'est inefficace. Bref, voilà, essayer d'objectiver un peu ce débat-là, et clairement, ça fait partie des éléments qui m'ont conduit à me dire, maintenant, il va falloir investir d'autres méthodes qui soient capables, entre guillemets, d'apporter des preuves empiriques. Donc, je remercie tous
tous les idéologues des droits de la nature de m'avoir poussé sur ce chemin-là, puisqu'il m'épanouit beaucoup aujourd'hui. Donc vraiment, je les remercie. Au moins ils m'auront fait du bien à moi. Je sais pas s'ils font du bien à d'autres, mais à moi, en tout cas, ils m'ont fait du bien. En parallèle de tout ça, j'ai aussi multiplié les contacts avec d'autres disciplines pour différentes raisons. Ça a commencé par l'écologie et les modèles de population de loups, n'est-ce pas, cher Philippe, tu connais ça aussi très bien. Je me suis dit, tiens, des modèles mathématiques, tiens, c'est rigolo. Et puis pour des raisons personnelles, j'ai fréquenté un peu les disciplines médicales. Là, j'ai découvert des méthodes qui permettaient d'évaluer l'efficacité d'un médicament sur une maladie. Tiens, je me suis dit, bah, finalement, le droit de l'environnement, est-ce que c'est pas un médicament pour la société malade de consumérisme et de destruction de l'environnement? Ce qui m'a amené à m'intéresser aux statistiques, puis à fréquenter un peu plus des économistes, mais aussi des politistes, ou encore aujourd'hui, j'aurai l'occasion d'y revenir, des informaticiens. Vous voyez le spectre de ces disciplines. Enfin, en général, quand on parle de rapport entre droit et société chez les juristes, on va plutôt vous parler de sociologie. Vous prenez la revue Droit et Société, vous prenez l'histoire du CERCRID, on va de mouvements critiques, etc. On va plutôt vous parler de sociologie. Moi, vous voyez, mon parcours est pas du tout celui-là. C'est-à-dire que je suis pas venu aux méthodes empiriques par les sciences sociales. J'y suis venu essentiellement par les sciences naturelles. Ce qui est peut-être logique en tant qu'environnementaliste. Un autre élément important que j'ai pu faire en parallèle, puisqu'en 2016, je m'étais interrogé à la question de la neutralité axiologique de la doctrine, c'est les faiblesses et les limites de l'approche doctrinale. Je vais pas être très long, là aussi je l'ai développé par ailleurs, mais une faiblesse des méthodes, enfin pratiquement une inexistence des méthodes, en tout cas si elles existent, elles ne sont pas exposées dans les productions doctrinales. Une confusion entre sujet et objet. Vous savez, cette idée que la doctrine serait une source du droit, donc elle se prendrait elle-même pour objet, etc. Bon, c'est quelque chose que vous voyez pas, ou moins en tout cas dans d'autres disciplines. Un flou, je dirais, entre, enfin, deux extrêmes qui me semblent tout autant regrettables l'un que l'autre, c'est-à-dire que soit des travaux qui vont avoir tendance à être très normatifs, c'est-à-dire à prescrire, à dire il faut que le droit devrait, enfin, on va dire tendance juste naturaliste, pour faire simple, ou alors des travaux très descriptifs, c'est-à-dire qui sont presque de la paraphrase des textes qu'on commente. Bon. Ces deux positions-là, elles me semblent pas satisfaisantes pour des raisons différentes, mais on voit que les deux extrémités du spectre, là, elles ne sont pas forcément satisfaisantes. Et puis, je pense, mais là, on peut en débattre, évidemment, je pense qu'il y a souvent un prisme implicite derrière les travaux doctrinaux qui est celui de la cohérence. C'est-à-dire que, en tant que juriste pratiquant l'approche doctrinale, on a tendance à présenter le droit comme s'il ne pouvait être que cohérent. Le problème, c'est que parfois, dans la réalité, et on le sait très bien en tant que juriste, dans la réalité, il n'est pas cohérent. Mais quand on rédige un manuel, notamment, ou quand on fait quelconque analyse doctrinale, on a tendance à vouloir le présenter de manière cohérente parce que on est un petit peu implicitement orienté vers la pratique. Le problème, c'est que présenter les choses de manière cohérente lorsqu'elles ne le sont pas, c'est un peu s'éloigner d'un idéal scientifique de description fidèle du monde tel qu'il est et non pas tel que nous, on voudrait qu'il soit. Donc, l'approche doctrinale, j'y reviens pas, mais je l'ai déjà dit, elle est absolument nécessaire, elle a des fonctions sociales qui sont très très importantes, mais sur le plan méthodologique, elle me semble insatisfaisante à sous plusieurs angles. Je suis pas du tout, enfin c'est pas moi qui dis ça. Si vous, enfin, je vous renvoie à mon HDR où j'ai fait un petit peu un tour de la littérature en épistémologie juridique. Il y a des auteurs bien plus éminents que moi qui ont déjà fait ces constats-là. J'ai simplement synthétisé. Il y a évidemment une histoire importante du lien entre droit et méthode des sciences, entre parenthèses sociales. Et là aussi, le CERCRID a fait partie de ces laboratoires en France qui ont
ont marqué cette histoire-là des relations entre droit et sciences sociales, mais on peut remonter beaucoup plus haut, le moment 1900, etc., même avant ça, au 19e siècle. Là aussi, je développe pas, il y a des analyses, enfin, c'est des choses qui sont assez connues. Mais pour résumer, je dirais qu'il n'y a aucune raison que le droit ne puisse pas être envisagé comme un objet d'étude scientifique. Voilà, on peut, pour moi, le droit, c'est avant tout un fait social. D'accord ? C'est fabriqué par les humains qui vivent en société. Bon. Et donc, à partir de là, qui dit fait social dit fait, et donc on peut l'envisager comme n'importe quel autre objet d'étude scientifique. Après, la question qui se pose, c'est évidemment, est-ce qu'on est plutôt, dans quelle famille de sciences on peut se situer ? Alors, je l'ai dit, l'approche doctrinale, à mon avis, je l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, ne relève pas d'une approche scientifique au sens propre. Maintenant, il reste à savoir s'il faut plutôt s'inspirer des sciences formelles, style mathématiques, logique, ou des sciences empiriques. À mon avis, quand on regarde la réalité du droit, la réalité de la manière dont on l'observe, etc., ça n'a rien à voir avec les sciences formelles. Alors, il y a eu des tentations par le passé de faire ce parallèle entre la logique juridique, les mathématiques, le syllogisme, etc. Bon, à mon avis, la science du droit n'a pas vraiment de filiation de ce côté-là. En revanche, il y a la possibilité d'aborder le droit de manière scientifique si on le place dans la filiation des sciences empiriques. Et quand je dis sciences empiriques, en fait, c'est extrêmement large. Ça va de à peu près toutes les sciences naturelles, mais aussi à toutes les sciences sociales en dehors de l'approche doctrinale. Et puis un petit clin d'œil au Cercride. Est-ce que l'approche empirique est une approche critique du droit? Je dirais oui et non. Ça dépend ce qu'on entend par critique. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à être un peu tradi. C'est-à-dire que pour moi, toute science est critique. À partir du moment où elle est science, elle est critique. Vous voyez, celui qui a dit que la Terre était plate, qui était ronde, pardon, il a lapsus. Bon, il a fait œuvre scientifique et c'était extrêmement subversif. Donc, à mon sens, notre rôle en tant qu'universitaire, c'est d'essayer d'être le plus rigoureux sur le plan scientifique, et en faisant ça, mais presque comme effet inhérent, secondaire, eh bien, les productions sont critiques. Maintenant, si critique, ça veut dire avoir un prisme politique dans la manière dont on aborde notre objet, là, pour moi, ça devient complètement ascientifique, voire même anti-scientifique. Revendiquer une approche critique pour être critique par principe, avec un prisme plus ou moins politique, à mon sens, ça n'a plus rien à voir avec l'activité scientifique. Alors, qu'est-ce que j'entends par empirisme méthodologique? Je vais aller vite, simplement pour dire que ce qu'il faut comprendre là, c'est simplement une démarche qui appréhende les phénomènes juridiques par l'utilisation de méthodes empiriques. Alors, vous avez vu, je parle ici de phénomènes juridiques et pas simplement de normes ou de règles juridiques. Ce qui, là aussi, je peux en revenir sur la théorie pure du droit, l'autonomie de la science du droit, etc. Mais à mon avis, ça, ce sont des frontières artificielles qui nous empêchent de voir le droit tel qu'il est, tel qu'il fonctionne réellement dans la société. Donc, à mon avis, ce sont des frontières qui sont presque préjudiciables à la connaissance plutôt que l'inverse. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas simplement les règles de droit en tant que telles, mais c'est la manière dont elles fonctionnent dans la société. C'est pour ça que je parle de phénomène juridique. Méthode empirique, je vais y revenir, c'est les méthodes d'observation et d'expérimentation. Ce qui est très important, ce qui fait on va dire ce qui distingue les méthodes empiriques d'autres méthodes, de l'absence de méthode plutôt, c'est la systématicité. C'est-à-dire qu'on va essayer d'appréhender un objet de manière systématique, soit en l'embrassant de manière exhaustive,
on va l'analyser de manière exhaustive. Si je veux étudier les chaises qui sont dans cette salle, ben, je dois toutes les étudier. Ou alors, je vais en déterminer je vais en extraire un échantillon, mais déterminer de manière rigoureuse, de manière à ce que cet échantillon soit représentatif de l'ensemble des chaises qui sont dans cette salle. D'accord ? Par contre, vous voyez, c'est l'inverse de ce que les anglo-saxons appellent le cherry picking, c'est-à-dire je choisis la chaise qui me plaît bien et puis je l'étudie. Bon. Quand on étudie la jurisprudence dans une approche doctrinale, c'est un peu ça. Je prends l'arrêt qui m'intéresse et puis je fais un focus sur cet arrêt. Bon. Donc voilà, c'est un peu l'inverse de ce type de démarche. Le vérificationnisme est aussi très important. Ça veut dire que c'est des démarches dans lesquelles on doit pouvoir vérifier que les résultats produits par ces méthodes, les résultats scientifiques obtenus, correspondent bien à la réalité. D'accord ? Et ça, évidemment, c'est très important. Et puis la reproductibilité, là, on est dans le cas d'un paradigme dit popperien, c'est-à-dire que on doit pouvoir, toute étude empirique doit pouvoir être reproduite par quelqu'un d'autre que soi. Donc là, on voit bien la distinction entre l'objet et le sujet, celui qui mène l'étude et l'étude qui est menée. Théorie, n'importe qui d'autre qui reproduirait la même étude doit pouvoir aboutir au même résultat. Ça, c'est un grand défi, surtout dans les sciences sociales, mais pas seulement, aussi dans les sciences naturelles. Il y a plein de questions qui se posent autour de la reproductibilité, mais en tout cas, c'est l'objectif qui est visé. Et pour atteindre cet objectif, ça implique... Alors le but, pourquoi on parle de Popper ? Parce que c'est la reproductibilité, c'est l'étape indispensable pour pouvoir falsifier les résultats scientifiques. Bon, donc cette reproductibilité, ça passe par des kilos et des kilos de méthodologie expliquée, des protocoles de recherche détaillés, voire même parfois déposés avant de réaliser l'étude. Donc pour que Benoît puisse reproduire l'étude de Julien, il faut que Julien ait écrit dans le moindre détail tout ce qu'il a fait à chaque étape, quelles données utiliser, comment je les ai sélectionnées, quel code informatique a été utilisé pour faire les statistiques, etc., etc. Et sur les méthodes qualitatives, bon là c'est encore plus difficile d'assurer la reproductibilité, mais il y a des moyens de tendre, en tout cas, c'est une forme d'idéal, si vous voulez, mais c'est très important et ça aussi, ça distingue assez nettement ce type d'approche des approches doctrinales traditionnelles. Justement, ce tableau synthétique permet de distinguer les deux types d'approches. Là où l'approche doctrinale va produire des systématisations, donc qui sont marquées, à mon sens, par le prisme de la cohérence dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que la systématisation va chercher à présenter un pan du droit de manière cohérente. C'est parfois ce qu'on fait dans les thèses, notamment, ou dans les manuels. L'approche empirique va chercher à le modéliser, ce qui passe par une simplification à outrance de la réalité, mais non pas dans un but de simplification, mais dans un but de représentation de la réalité, quitte à, dans un second temps, affiner encore le modèle, le rendre plus complexe pour se rapprocher encore davantage du réel. Donc une modélisation, c'est toujours une simplification, mais la différence avec la systématisation, c'est qu'on ne cherche pas à simplifier, c'est juste un point de départ simplificateur, mais qui doit aller vers un enrichissement, vers davantage de complexité et coller de plus en plus au réel. Donc ça, c'est très important de bien faire la différence, parce que parfois on peut dire finalement une thèse de droit, il y a quand même une démarche systématique, etc. Oui, on peut faire des parallèles. Il y a certains qui a des thèses de droit qui sont en réalité des modélisations droit. Mais à condition de ne pas vouloir faire entrer des carrés dans des ronds et vouloir absolument que tout soit cohérent. Voilà. Donc la discussion est ouverte, mais je dirais que les démarches sont quand même assez différentes. La doctrine produit des théories sur le droit, très bien. L'approche empirique a vocation à chercher à les vérifier, et je vous montrerai tout à l'heure des exemples. La doctrine produit de l'interprétation, interprète les normes. L'approche empirique ne produit pas d'interprétation. Par contre, elle peut cartographier les interprétations. Idem, plus ou moins, pour la production d'argumentation juridique qu'on peut rapprocher de l'interprétation. Et puis, un dernier très distinctif, c'est que quelle est la place de la discussion et du débat ? Un débat doctrinal, c'est dans la plupart des cas une opinion argumentée, construite,
fondées, etc. Hein. Mais ça reste plutôt du registre de l'opinion. Et pourquoi? Parce que à la fin des fins, si vous voulez, l'interprétation d'une norme, ça reste un jugement de valeur, ça reste une opinion. Donc, un débat doctrinal, même si on interprète de manière la plus rigoureuse possible, etc., des normes, ça reste une opinion qui est confrontée à une autre opinion. Alors que dans l'approche empirique, c'est plutôt être dans le cas d'une ce qu'on pourrait appeler une discussion scientifique, où on va discuter de la qualité des méthodes qui ont été utilisées et où faire une réplication de l'étude. Donc Benoît va répliquer l'étude de Julien, et s'il trouve pas les mêmes résultats que Julien, là, on a un problème. D'accord. Donc c'est comme ça plutôt que fonctionne le débat, la discussion scientifique, sachant que malheureusement, elle est plutôt dominée par la discussion des méthodes. Enfin, malheureusement, c'est très bien de discuter des méthodes, mais il y a en général, en science, il y a encore trop peu de réplication. Un mot sur le positionnement épistémologique général. Je rattache quand même cette approche de manière générale au positivisme juridique, mais pas à un positivisme normativiste, plutôt un empirisme juridique, mais un empirisme juridique qui va, j'ose pas dire beaucoup plus loin, mais oui, qui va plus loin que l'empirisme juridique, par exemple, des Scandinaves. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, il faut rendre hommage à une ancienne membre du CERCRID, Evelyne Serverin, qui, il y a longtemps, dans un papier dans la revue Droit et Société, avait bien analysé les propositions d'Alf Ross et du réalisme scandinave, pour montrer que finalement, il n'y avait rien de nouveau sous le soleil, puisque le réalisme d'Alf Ross se contentait de proposer, en fait, de continuer à étudier la jurisprudence, un petit peu comme on le faisait avant, sans véritablement nous donner les clés pour l'étudier de manière véritablement empirique. Et donc, je pense qu'elle a très bien vu les limites de ce mouvement. Malheureusement, ça n'a peut-être pas assez infusé du côté des théoriciens du droit, mais voilà, la proposition de l'empirisme méthodologique, c'est justement de passer à l'action, de dire, ok, c'est très bien, l'empirisme scandinave a dit le droit est un fait, ok, bon maintenant, on va l'étudier comme un fait avec des méthodes empiriques, allons-y. Donc c'est la proposition de l'empirisme méthodologique. L'ouverture de l'objet, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, et l'ouverture des fonctions de la science du droit. Pourquoi? Parce que en général, on nous dit, en tout cas le positivisme normativiste nous dit, ah oui, la fonction principale et unique presque de la science du droit, c'est d'écrire le droit positif. Bon, non seulement c'est un peu ennuyeux, mais c'est vrai que c'est bien pratique pour s'isoler et décréter l'autonomie de la science du droit. Bon, ce qui est encore mieux, l'étape suivante, c'est non pas d'écrire que le droit positif, mais d'écrire des effets. C'est-à-dire faire ce que font toutes les sciences empiriques, c'est-à-dire expliquer. En tout cas, ambitionner d'expliquer, c'est-à-dire découvrir la cause. Et ça passe par tout un tas de méthodes dont je parlerai tout à l'heure, qu'on peut contester, etc. Le débat est ouvert à tous les niveaux. Je le précise parce que parfois on a l'impression que voilà, quand on parle d'épistémologie, souvent on a l'impression que c'est autoritaire, etc. Moi, je suis pas qu'il y a une voie pour étudier le droit. Au contraire, je suis très heureux qu'il y ait un pluralisme méthodologique. Mais simplement, je présente cette voie-là et je pense elle peut apporter quelque chose, en tout cas, par rapport aux voies déjà existantes. Alors, quelles sont justement ces méthodes? Là, vous retrouvez les méthodes classiques qu'on retrouve dans de nombreux domaines scientifiques. Les méthodes empiriques, on pourrait les qualifier aussi de méthodes expérimentales. Donc là, dans l'histoire des sciences françaises, il faut renvoyer au XIXe siècle et à Claude Bernard sur la médecine expérimentale, dont s'est inspiré ensuite notamment Durkheim pour la sociologie, etc. Donc ces méthodes expérimentales, on peut distinguer deux grands types de méthodes. Les méthodes dites d'observation, qui visent à observer le monde sans intervenir sur le monde, et des méthodes dites d'expérimentation, donc des expériences, où ici, on va intervenir sur le monde en provoquant une observation particulière. Et je vous donnerai des exemples tout à l'heure pour vous montrer comment ça se manifeste.
Autre élément, souvent on entend la distinction entre méthodes qualitatives et quantitatives, les tenants de l'un ou de l'autre affirmant leur supériorité épistémologique, etc. Bon, tout ça est purement et simplement ridicule à mon avis, puisque à mon sens les deux approches, enfin les deux méthodes, les deux types de méthodes s'alimentent les unes des autres. À mon avis, ce qui est ridicule, c'est soit de s'en tenir uniquement à des méthodes qualitatives, soit de s'en tenir uniquement à des méthodes quantitatives. Pourquoi? Parce que si vous prenez par exemple en sociologie, la sociologie compréhensive de Weber va permettre de décortiquer des phénomènes sociaux, et ensuite on peut, une fois qu'on a exposé et déplié ces phénomènes sociaux, on peut aller chercher à les tester avec des méthodes quantitatives et voir exactement quels sont les rapports entre A et B, etc. Et inversement, vous pouvez avoir un très beau modèle statistique avec des beaux coefficients de régression, etc. Si vous avez aucune idée de ce qui se joue réellement derrière dans l'objet que vous observez, alors pour une science sociale dans la société, vous êtes incapable d'expliquer vos résultats et de les discuter. Donc à mon avis, il faut arrêter avec cette opposition stérile entre les méthodes, d'autant plus que aujourd'hui il y a des moyens d'utiliser plusieurs méthodes sur un même objet pour essayer d'arriver au même résultat, ce qui est encore plus intéressant d'un point de vue scientifique. Donc voilà pour ce cadre général de l'approche empirique. Maintenant, je vais essayer de vous donner vraiment un tour d'horizon. J'ai essayé d'être... alors, il n'est pas du tout exhaustif, puisqu'il y a en réalité, il y a des milliers d'articles empiriques qui intéressent le droit de l'environnement. Le souci, c'est qu'ils sont pas produits par des juristes. Et je vais y revenir, justement. Et que les juristes de l'environnement, souvent, ne s'y intéressent pas. Et ça, c'est un gros problème. Et je cherche justement à sensibiliser sur cette question-là. Attention, il y a plein de sciences qui prennent le droit de l'environnement pour objet, et c'est valable pour tous les autres domaines du droit, hein, évidemment. Et en tant que juriste, je crois que c'est intéressant moi d'avoir une idée de ce que disent d'autres sciences à propos de notre objet. Ça reste notre objet privilégié à nous. Alors les enquêtes par questionnaire d'abord. Bon, c'est un domaine que je connais pas trop, mais que j'ai pas pratiqué dans le domaine du droit. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que ça permet aux États-Unis, vous avez tout un mouvement qui s'appelle Legal Consciousness, qui utilise pas mal ce type de méthode. Ils cherchent à comprendre comment le droit est perçu dans la société. Et ça, je pense que c'est évidemment fondamental. En droit de l'environnement, je vous fais pas de dessin. Il vous a pas échappé qu'actuellement, il y a quelques contestations sociales qui s'érigent devant le droit de l'environnement. Voilà, l'OFB n'est pas en odeur de sainteté, n'est-ce pas? La taxe carbone, les gilets jaunes, tout ça. Bon, vous voyez que si on prête pas trop attention à la manière dont c'est reçu par la société, à un moment donné, il peut y avoir des retours de bâton. Donc ici, je vous ai mis par exemple un exemple d'un collègue qui a fait un sondage sur la perception des grands carnivores en Europe. Et ce qui est assez drôle, c'est que le sondage révèle les contradictions internes, en quelque sorte, de nos concitoyens. C'est-à-dire qu'ils veulent, oui, ils veulent des grands carnivores en Europe, mais ils veulent quand même pas plus. Alors, ils veulent pas plus, et ils veulent pas de chasse non plus. Donc voilà, les différentes dimensions sont contradictoires, mais voilà, justement, c'est intéressant ensuite d'aller déplier. C'est une première étape, mais il faut aller ensuite rentrer et décortiquer et voir pourquoi on observe ce type de réaction. Alors ça, c'est une méthode que j'aime beaucoup parce que, à mon avis, elle est relativement facilement mobilisable par les juristes. C'est ce qu'on appelle l'analyse systématique de contenu. Donc, en gros, alors là, je vous ai mis un exemple d'une grille de codage que j'ai réalisée pour constituer une base de données de jurisprudence. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a collecté, je crois que c'est 4000 décisions relatives aux droits de la protection des espèces protégées en France. Donc en remontant dans le temps grâce à la base Ariane Archive, en passant de convention avec le Conseil d'État, etc., etc. Et là, vous prenez décision par décision et vous notez pour chaque décision,
notez ces caractéristiques par rapport à un certain nombre de variables que vous avez prédéterminées. Donc évidemment la date, le tribunal, etc., le type de décision, etc. Et je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure de ce qu'on peut faire avec ça. Donc l'idée c'est quoi? C'est de faire ressortir des tendances. Alors il y a des gens qui font du qualitatif avec ça. C'est pas mon cas, moi je fais plutôt du quantitatif, mais l'idée c'est de faire ressortir des tendances dans la jurisprudence ou dans le contentieux. Oui, pourquoi tu fais du quali? Je sais pas trop. Je suis pas du tout ma spécialité, le quali. J'adore en lire, mais je maîtrise pas bien les méthodes. Donc voilà. Donc je vais vous donner, vous voyez, un tas d'exemples là-dessus. La première expérience que j'ai eue avec ça, c'est en 2022, on a fait un papier avec deux collègues sur le contentieux du loup en France. Donc là, on avait collecté à l'époque toutes les décisions qui étaient sorties qui étaient dans Ariane Archive sur ce sujet. Donc à peu près 300 décisions, un peu moins de 300 décisions, et on a essayé de voir, faire une description de ces décisions-là. Donc vous voyez à gauche, on a distingué les recours en référé, des recours en annulation, qu'est-ce qui a été accordé, rejeté, annulé totalement, partiellement. Et sur quel fondement, quand est-ce qu'il y avait urgence, pas urgence, l'égalité interne, l'égalité externe. Ça permet d'avoir une idée assez générale. Bon, l'échantillon est relativement faible parce que quand vous enlevez les désistements, etc., en fait, ça réduit encore l'échantillon. Mais c'est quand même une démarche intéressante. Et là, sur la droite, vous avez en rouge l'évolution du nombre de décisions par an. Et en gris clair, vous avez les victoires. Donc, les cas dans lesquels le contentieux, la décision administrative a été annulée, et les cas en gris foncé, les cas dans lesquels elle a été confirmée. On va en reparler si vous voulez, mais évidemment, une victoire contentieuse, ça dépend qui est le requérant pour déterminer si c'est en faveur du loup ou en défaveur du loup, évidemment. Donc ça, c'est une autre question qu'on se pose dans le cadre d'une autre recherche, parce que cette recherche-là, elle nous a servi d'étude pilote. On l'a pas publiée, c'est juste en ligne sur Internet en guise de préprint. Et maintenant, on fait une étude à l'échelle européenne avec des collègues sur tout ça. Alors justement, aux États-Unis, vous avez un article qui a été fait par des politistes, je crois, qui ont étudié le contentieux de l'environnement aux États-Unis, 25 000 décisions, et qui ont dégagé des tendances. Donc, qui sont les requérants, contre qui ils attaquent, etc. Donc, grosso modo, si vous voulez une image synthétique, aux États-Unis, les ONG environnementales font du contentieux en matière de conservation contre le gouvernement. Et le reste du contentieux, donc tout ce qui est contentieux des pollutions, pollution de l'eau, pollution de l'air, etc., c'est l'EPA, le gouvernement, qui attaque les industriels. Et donc ça, c'est complètement différent de ce qu'on trouverait en France, par exemple. Si l'administration faisait des contentieux contre les industriels, on le saurait. Donc voilà, ça c'est un très bel article. Vous voyez, alors ça j'en parle parce que sur le plan statistique, c'est pas d'une complexité extraordinaire, franchement. Mais c'est publié dans Nature Sustainability. Pourquoi? Parce que avant leur article, on connaît rien. Et donc c'est un apport de connaissances énorme. C'est un truc relativement simple. Je dis relativement simple parce que, la chance qu'ils ont, c'est que eux, la base de données, en fait, elle est déjà sur le dataverse de l'université d'Harvard, donc c'est très facile. Alors, nous, on doit collecter toutes les données, etc. Donc là, ça prend des années, mais voilà. Mais avec une idée relativement simple, on peut faire une publication dans Nature. Donc voilà, un bon entendeur, hein, allez-y. Ça, c'est le projet du coup qu'on a fait avec Guillaume Chaperon à l'échelle européenne. Donc Guillaume, c'est un collègue qui est biologiste de la conservation et qui a obtenu un financement en Suède pour collecter des données en matière de contentieux des espèces protégées. Donc là, c'est toutes les espèces protégées, pas seulement le loup, les grands carnivores. Et ici, vous avez les premières stats, là, elles sont toutes fraîches, elles sont d'il y a deux semaines, là. Oui, je me suis amusé à faire une carte avec les pays qui ont le plus de décisions. Donc, c'est les Pays-Bas et la Suède qui arrivent avec c'est entre 2000 et 2022 que notre base de données est solide, on va dire. Et voilà, la France arrive en 3e position. Le graphique de droite vous montre le contraste qu'il y a entre les pays d'Europe de l'Ouest et les nouveaux entrants post-2004. Vous voyez, la différence est énorme. Il y a beaucoup moins de contentieux dans les ex-pays dans les pays d'Europe de l'Est. Et ça, c'est très intéressant si on replace ça dans le contexte
de la négociation dans les années 90 de la Convention d'Aarhus, où c'est pas pour rien que les Américains étaient là pour négocier la Convention d'Aarhus. Hein. Évidemment, ils n'ont pas signé, pas ratifié, hein, comme toujours, mais ils étaient là pour la négocier parce que ils voyaient cet instrument comme un outil de démocratisation des pays de l'Est, post-communistes. Ouais. D'accord. Bon, vous voyez, là, en termes d'accès à la justice, alors je sais pas s'il y a un problème d'accès à la justice, mais en tout cas, la culture du recours à la justice, là, on a une preuve empirique à confirmer parce qu'on n'a pas encore consolidé, nettoyé vraiment les données, mais a priori, l'une des conclusions principales de notre premier article qu'on va faire avec cette base de données, ce sera ce contraste entre les pays de l'Ouest et les pays de l'Est. Un autre enseignement très important de cette recherche, c'est, vous voyez ici, en haut à gauche, là, l'évolution du nombre d'affaires par an. Ouais. Vous voyez ici que la croissance donc il y a une forte croissance du contentieux des espèces en Europe, et que cette croissance, elle est principalement drivée par les recours des ONG. D'accord ? Et ce qui est encore plus intéressant, c'est la matrice que vous avez à droite, où on voit que 27% du contentieux, c'est des ONG contre l'administration. Vous voyez, alors nous, on n'est que en matière de conservation, et on trouve les mêmes résultats qu'aux États-Unis. On n'a pas la partie pollution. On n'a pas étendu la base de données là, mais on trouve les mêmes résultats qu'aux États-Unis. Et la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que peu importe si les ONG, elles gagnent ou pas les contentieux, etc. Ça, on va le regarder après, hein, je vais vous en dire un mot, mais déjà, il y a une pression constante qui est mise sur l'administration. Donc, en termes de ce qu'on appelle, en bon françois, le accountability, voilà, on voit que l'administration, elle doit réfléchir à 2 fois avant de prendre des décisions, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce qu'on appelle l'état de droit environnemental. Donc ça aussi sera, à mon avis, une des grandes conclusions du papier, c'est de démontrer empiriquement cette pression constante. Et alors après, on peut décliner par pays, mais je ne vais pas tout vous présenter, ce serait trop long. Le dernier graphe, c'est est-ce que... Alors là, il faut prendre ça avec des pincettes parce que cette variable-là est très subjective, donc il faut qu'on la recode. Enfin, juste une parenthèse, mais pour vérifier ce codage-là, on va utiliser des LLM. C'est ce que j'allais demander. On va demander à plusieurs LLM on va lui poser la même question que ce qu'on s'est posé nous, et on verra si ça confirme ou pas. Mais voilà, ce qui est notable ici, c'est que dans 36% des cas, la décision du juge est bénéfique pour les espèces. D'accord ? Donc, si on arrive à confirmer ce résultat, ça veut dire que les recours des ONG, ça sert pas à rien pour la biodive. Alors, ça veut pas dire que ça se traduit après dans les faits concrètement. Vous savez que le juge administratif rend des décisions après la bataille systématiquement. Confère à 69, contentieux de chasse, etc., etc. Bon, la justice administrative est, à mon avis, totalement inefficace, mais en tout cas, sur le principe, le contentieux peut être bénéfique aux espèces. Ça me permet de placer une petite question provocante. A-t-on vraiment besoin des droits de la nature, hein, quand les partisans des droits de la nature viennent m'expliquer qu'on a un grand problème d'accès à la justice, alors je n'ai pas sorti les stats sur la France, mais bon, voilà, on a un grand problème d'accès à la justice et que donc il faut aller voir Papa Stone pour nous expliquer comment on va accéder à la justice. Bon, c'est tout. Enfin, ça s'appelle, excusez-moi du terme, mais ça s'appelle de l'obscurantisme. Là, vous voyez, on peut revenir, la Terre est plate, hein, voilà, là on a des platistes dans le domaine du droit de l'environnement, ce sont ceux qui disent qu'on a des problèmes d'accès à la justice en France. Voilà, il y a des recours à des ONG, elles mettent la pression en permanence et elles font un travail bénéfique pour la biodive. Donc c'est plutôt des bonnes nouvelles, je trouve, qui sont dans cette recherche. Notre recherche empirique sur les espèces, menée, alors là je pense sans du tout avoir conscience que c'est une recherche empirique sur le droit, par des chargés de mission de l'UICN, du comité français de l'UICN, où ils ont regardé la correspondance entre les espèces qui sont sur la liste rouge de l'UICN en France et les espèces protégées, en disant voilà, pour un certain nombre de familles d'espèces, il y a des espèces sur liste rouge qui ne sont pas protégées par la législation. Que fait le CNPN? Donc voilà, je trouve que c'est une étude intéressante. Vous voyez, si comme moi vous faites un cours de droit de la biodive, faut parler de ça aux étudiants parce que là, vous voyez, c'est pas simplement mon avis subjectif en tant que
qu'enseignant, ah oui, il y a qu'un faucon, il faudrait protéger plus d'espèces. Non, regardez, il y a une mesure, les listes rouges, il y a un régime juridique. Est-ce que ça correspond? Voilà, selon les cas, la réponse est oui, non. Dans quelle proportion? En France métropolitaine, en Outre-mer. Donc vraiment, ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant pour des juristes. C'est que de l'environnement, c'est quand même intéressant de savoir ça. Ensuite, pareil, une analyse de contenu que j'ai réalisée sur, là, c'était la partie empirique de mon HDR, que j'ai soutenu au mois de janvier, où j'analyse 10 ans d'articles publiés dans la revue juridique de l'environnement, donc revue de référence dans notre domaine. J'ai analysé 122 articles, seulement ceux qui sont publiés après un examen en double aveugle. C'est-à-dire que les dossiers spéciaux, les numéros spéciaux, etc., tout ça, c'est pas du double aveugle, donc je les ai pas regardés. J'ai regardé que ce qui était en double aveugle. Et résultat catastrophique à mon sens, dans 55% des cas, la question de recherche n'est ni identifiable ni reconstituable. C'est-à-dire que je lis l'intro. Est-ce qu'il y a un truc en plein milieu qui s'appelle question, enfin, avec un gros point d'interrogation? Non. Vous voyez, quand on dit aux étudiants la problématique, bon. Alors, donc là, la réponse est non dans 66% des cas. Et quand je fais l'effort de relire une deuxième fois l'intro et de me dire, bon, lisant entre les lignes, quelle est vraiment la question, je n'arrive toujours pas à la déterminer. Donc là, bon, il va être souhait que la reproductibilité de ça, il y a de la subjectivité dans cette variable, d'accord? Donc moi, voilà, ceux qui pourront penser que Julien Betta est un ayatollah, etc., je les invite à reproduire mon étude, à lire 122 articles, bon courage, et à voir à quel résultat ils arrivent. Probablement, ce ne sera pas exactement les mêmes, mais personnellement, j'ai trouvé ça assez inquiétant. Seulement 3% des articles ont des méthodes identifiables, donc ont un propos, quel qu'il soit. Je m'en fiche que, même si je désapprouve la méthode personnellement, est-ce qu'il y a un propos sur les méthodes? 3%. 1% fait une analyse systématique des données. Donc 1% d'articles empiriques. Donc ça fait il y en avait un. J'ai arrondi. Et 0% se réfère à un cadre théorique. Bon, là, on peut discuter de la nécessité de ça, mais c'était pour faire un petit clin d'œil à mes amis Xavier Magnan et Régis Ponsard. Voilà, 0% des articles se réfèrent à un cadre théorique. Ça, c'est une recherche que j'ai faite tout récemment et qui vient d'être publiée dans la revue des droits de l'homme, des droits et libertés fondamentaux, en ligne. Au départ, je devais pas faire d'études empiriques, puis finalement, j'ai trouvé des données chemin faisant. Il y a des collègues anglais qui ont bien voulu me transférer leur tableau Excel, donc j'ai pu faire quelques statistiques. La question, c'était, est-ce que le fait d'utiliser l'argument droit de l'homme dans les contentieux climatiques, est-ce que ça fait une différence? Vous voyez, le discours des ONG, oui, les droits de l'homme, etc., etc., on va utiliser ça dans les contentieux climatiques. Bon, d'abord, j'ai regardé les contentieux climatiques français et la réponse est 0. Enfin, le Conseil d'État, le tribunal administratif dans l'affaire Québec ne répond même pas aux arguments fondés sur les droits de l'homme, comme ça c'est réglé. Et donc là, j'ai regardé des données du monde entier, uniquement Cour suprême et sans les États-Unis. Enfin bon, vous savez, cette fameuse base de données dont tout le monde vante les mérites du Sabin Center, qui en fait est un contre-exemple de base de données empirique. Enfin bon, tout ce qu'il faut pas faire, c'est dans cette base de données. Enfin, j'exagère un peu, mais elle n'est pas exhaustive, la démarche n'est pas systématique. Enfin, voilà, ça va pas du tout. Mais j'ai quand même, donc c'est pour ça que j'avertis, mais j'ai quand même fait des statistiques avec ça, qui ne veut pas dire grand-chose. Mais ce qu'on constate, c'est que il y a plutôt davantage de recours. Enfin, les recours sont davantage gagnants lorsqu'on n'utilise pas d'arguments fondés sur les droits de l'homme. Donc, vous voyez, vous en avez 36. Où il n'y a pas l'argument droit de l'homme, et 38, 36 sur 72, 38 sur 87, donc le pourcentage est plus faible quand on utilise dans les cas où on utilise les droits de l'homme. Et surtout, quand vous faites un test statistique entre les deux, vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative entre ces deux options-là, utiliser ou pas les droits de l'homme. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec ces données-là, qui sont très insuffisantes, on ne peut pas détecter une différence éventuelle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas,
Mais au moins, là, pour le moment, on peut pas la détecter statistiquement sur le fait que l'argument droit de l'homme ferait, soi-disant, une différence. Est-ce que tu as pu faire la distinction entre les recours où il y avait justement comme seul moyen le droit de l'homme quand non, le droit de l'homme était un moyen sur non, si la base de données était vraiment codée, s'il y avait un codage aussi détaillé que celui qu'on a fait sur la base sur les espèces, on pourrait se poser ce genre de questions. Mais là, non. Évidemment, bon, pour un article comme ça, j'ai pas entrepris de lire toutes les décisions, mais c'est un travail qui pourrait être fait, ce serait intéressant. Ouais, si on voulait aller vite. Ensuite, on a ce qu'on appelle des études observationnelles. Donc là, c'est plutôt les autres. Là, c'est pas tellement un truc de juriste. Alors, ça demande quand même déjà un certain niveau en statistique, pas délirant, mais ça demande quand même certaines compétences. C'est très répandu dans les sciences naturelles et dans les sciences sociales. Alors là, je vous ai mis un exemple qui est sorti il y a très peu de temps là. C'est une étude qui date d'il y a 15 jours. Sur, vous savez, l'interdiction des néonicotinoïdes. Ouais. Une étude qui a montré que ça aurait, soyons précis, c'est statistiquement associé à des meilleures populations, à une récupération des populations d'oiseaux. Donc évidemment, tout de suite, on va dire, oh là là, grâce à l'interdiction des néoniques, on récupère des oiseaux. Bon. Oui et non. C'est-à-dire que ce ne sont que des études observationnelles. Alors, je vais vous inquiéter un peu. La plupart des études en écologie, la plupart des études en climatologie et une bonne partie des études de médecine, ce sont des designs observationnels. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est des études qui mettent en évidence des corrélations statistiques. Derrière une corrélation, vous avez parfois un vrai mécanisme causal, mais parfois ce n'est pas le cas. Parce qu'il y a des biais de confusion, il y a des variables qui n'ont pas été prises en compte, etc., etc. Donc, c'est très intéressant. Et attention, ça permet de faire de la recherche exploratoire. C'est une sorte de première marche dans la recherche qui est absolument indispensable. Et bien souvent, on peut pas faire mieux que ça compte tenu des données, des circonstances, etc. Donc, je ne dévalorise pas du tout ce type d'études. Je considère qu'elles sont indispensables dans la littérature. Simplement, il faut pas dire que c'est causal. Pour parler de causalité, il faut recourir à un certain type de design d'études qui n'est pas celui des études observationnelles. Voilà. Mais ça dit déjà des choses très intéressantes. Je vais vous donner quelques exemples supplémentaires. Ici, vous avez une étude sur le lien entre le fait d'adopter des législations climatiques et les réductions de gaz à effet de serre associées. Bon, la bonne nouvelle, c'est que plus il y a de lois climatiques, plus les réductions sont importantes, même si elles restent à un niveau relativement modeste. Hein. Et une encore meilleure nouvelle, c'est que cet effet est plus fort dans les États qui ont un indice état de droit relativement satisfaisant. Vous voyez, là, clin d'œil à mes amis de la Pachamama, si vous voulez améliorer la protection de l'environnement, commencez par lutter contre la corruption, avoir des juges indépendants, etc., etc. En général, ça, c'est un truc qui est pas mal pour améliorer le respect du droit. Autre étude hyper intéressante qui sont intéressées au droit international de la protection des oiseaux et à la directive oiseaux. Je ne vais pas dans le détail, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que là, il y a eu plusieurs articles successivement où ils ont distingué 3 zones, l'Europe des 15, les pays de l'Est et l'Europe continentale hors Union européenne, nos amis biélorusses, russes, ukrainiens, etc. Vous avez des populations d'oiseaux qui sont à peu près comparables. Les obligations substantielles sont à peu près les mêmes. Ce que vous avez dans les traités internationaux et dans la directive, parce que la directive ne fait que transposer les traités internationaux. Donc ça reste comparable. Quelles sont les tendances qu'on observe? Les moins mauvaises tendances sont dans l'Europe des 15. Alors pourquoi? Parce qu'on applique la directive d'oiseaux depuis belle lurette. Ensuite viennent les pays de l'Est, parce qu'ils appliquent la directive. Je ne devrais pas dire parce que, mais bon, là aussi c'est des corrélations. Probablement parce que ils appliquent la directive oiseaux depuis quelques années maintenant. Et les plus mauvaises tendances sont
dans les pays qui ne font pas partie de l'Union européenne. Donc ici, vous voyez, c'est typiquement une étude faite par des ornithologues qui, à mon avis, a un intérêt sur le plan juridique qui est majeur, mais ils voient pas ça. Parce qu'ils n'ont pas de juriste dans l'équipe, donc ils voient pas que ce qu'ils démontrent est hyper intéressant pour nous, parce que ça nous permet, dans la discussion au moins des résultats, on pourrait dire, ben voilà, le système juridique de l'Union européenne, avec le recours en manquement, la commission gardienne des traités, etc., ben, peut-être que c'est un peu mieux que l'Assemblée des copropriétaires du droit international, vous voyez. Donc voilà, là, on a vraiment une étude empirique qui me paraît très intéressante. Et là, oui. Et donc, ce qui est aussi intéressant ici, c'est que ils parlent pas de causalité, mais ils ont plusieurs types de corrélations qui sont concordantes. Donc là, vous voyez, bon, bien sûr, les puristes diront non, c'est pas de la causalité, mais on a quand même des indices intéressants. Une étude là qui est co-signée par un biologiste de la conservation de Montpellier, là, Vincent De Victor, que peut-être certains connaissent, spécialisé oiseaux. Vous voyez là la différence entre les waterbirds, comment ça se traduit ça, oiseaux d'eau, Les oiseaux aquatiques. Waterbirds. Non, oiseaux d'eau. Bon, alors là il a regardé les oiseaux d'eau qui sont chassables et non chassables. Vous voyez la tendance que ceux qui sont pas chassables est à l'augmentation. La tendance de ceux qui sont chassables est à la diminution. Donc là aussi c'est pas inintéressant pour nous. Ensuite, on en vient à ce qu'on appelle les designs expérimentaux. Ici, je vais d'abord traiter des expériences, ensuite je parlerai des quasi-expériences. Vous verrez, là, on rentre dans le domaine de la causalité. Là, on commence à être sur des choses qui sont intéressantes. Si on est obsédé par la causalité, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, fort heureusement, mais si c'est ça qui vous intéresse, ici, on rentre dans le dur. Les expériences, c'est clairement un design causal. Pour comprendre, il faut faire le parallèle avec les essais contrôlés randomisés, qu'on connaît maintenant grâce au professeur Raoult, puisqu'il a fait de tellement mauvaises recherches qu'il a fait la promotion des essais contrôlés randomisés. Ce qui est intéressant dans les essais contrôlés randomisés, vous avez le groupe traitement et le groupe placebo, et comme les gens qui sont dans les différents groupes sont désignés de manière aléatoire, eh bien, on neutralise n'importe quel type de biais qui est susceptible d'affecter les études classiques observationnelles. On les neutralise par la randomisation, par l'assignation aléatoire des sujets dans les deux groupes. Ouais. Néanmoins, alors en médecine d'abord, mais aussi en sciences sociales, c'est très difficile à réaliser en conditions réelles. Dans l'idéal, il faudrait faire des essais contrôlés randomisés dans tous les domaines, comme ça on aurait plein de connaissances causales. Bon, on peut pas le faire, on peut pas toujours le faire. Par exemple, d'un point de vue éthique, vous pouvez pas forcer des gens à fumer s'ils sont pas fumeurs, vous voyez, ce serait quand même pas terrible. Donc en médecine, il y a plein de domaines dans lesquels on n'a pas d'essais contrôlés randomisés et il faut faire autrement. Et puis, imaginez des politiques, allez voir le Parlement et dites-leur, voilà, on voudrait assigner tel traitement, par exemple, telle allocation sociale, aléatoirement à une partie de la population seulement. Bon, là, je pense que les manifs d'agriculteurs vont être ridicules par rapport aux manifs que ça pourrait déclencher dans le pays. Bon. Et c'est la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles, quand vous entendez parler d'essais contrôlés randomisés, notamment en économie, bizarrement, c'est toujours en Inde, en Afrique, etc. Par exemple, vous avez vous avez Esther Duflo, économiste française, qui a eu le prix Nobel grâce à ce type d'expérience. Bah, elle a fait tout ça en Inde, dans les pays du Sud, voilà, parce que là-bas, il y a les libertés probablement de réaliser ce type d'expérimentation. Alors, il y a aussi d'autres types d'expériences qui sont des expériences dites en laboratoire. Alors c'est rigolo parce que il y a 15 jours, je m'étais inscrit sur liste d'attente pour participer à un truc comme ça. Donc il y a 15 jours, j'ai participé à ça à Toulouse, une expérience en marketing. Donc j'ai dû apprécier la qualité d'un smartphone hypothétique. C'était pas très épanouissant, mais voilà, j'ai pu voir en vrai comment ça se passait. Vous rentrez dans une salle, on vous met derrière un ordinateur et puis vous répondez à des questions. Il y a une expérience très intéressante qui a été faite dans le cadre d'un projet ERC en droit de l'environnement, où ils ont testé, alors sur des étudiants, donc
on demande aux étudiants de se placer dans le rôle des agriculteurs, dans le rôle du régulateur, dans le rôle des ONG, etc. Donc c'est des designs assez complexes, mais ils ont essayé de regarder est-ce que ça fait une différence d'avoir d'un côté des modalités d'application du droit de l'environnement uniquement traditionnelles, donc application par les autorités publiques, sanctions administratives, sanctions pénales, etc. Versus traditionnel plus, comme disaient les anglo-saxons, private governance, private enforcement, c'est-à-dire les droits liés à la Convention de Russie. Donc accès à la participation, accès à la justice, etc. Donc en simulant ça auprès des étudiants, on obtient des résultats où clairement les agriculteurs sont davantage enclins à respecter les normes lorsqu'il y a en plus des mécanismes d'application étatiques, de la société civile qui se mobilise. Donc c'est un résultat super pour défendre l'agrément associatif et tout ça, mais il y a un petit problème quand même de validité externe, puisque vous voyez, c'est c'est très utilisé en sciences comportementales, en psychologie, ce type d'expérience. C'est intéressant, mais il y a toujours ce problème de la validité externe, c'est-à-dire en conditions réelles, est-ce qu'on obtiendrait le même résultat. Donc là aussi, vous voyez, on a un design causal, mais qu'on peut pas forcément extrapoler en conditions réelles, donc ça présente des limites. Alors ensuite, donc les vraies expériences de terrain, là, vraiment très très intéressant. Alors je vous ai trouvé une étude d'Esther Duflo dans le domaine de l'environnement et dans le domaine du droit de l'environnement en Inde. Donc là ici, on regarde les politiques d'inspection vis-à-vis des industriels. Et donc là, on va faire une assignation aléatoire des inspections aux industriels, c'est-à-dire il y en a certains qui vont recevoir des inspections qui vont être déterminées en fonction de la politique de la DREAL, pour faire simple, l'équivalent de la DREAL. Vous savez, alors je sais pas comment ça se passe en Inde, mais en France, on va vous dire ah oui, on va cibler les gros industriels, ceux qui récidivent, puis ceux qui sont soumis à déclaration, on va pas trop les embêter, etc. On a vu le résultat à Lubrizol, mais peu importe. Donc d'un côté, ce type de politique, on va chercher à cibler les inspections, et de l'autre côté, inspection purement aléatoire. C'est-à-dire, on va inspecter au hasard total. Bon, qu'est-ce qui montre ? Eh bien, le fait d'avoir des inspections aléatoires ne fait pas davantage baisser la pollution que les inspections ciblées. D'accord ? Donc voilà, ça c'est un résultat empirique qui est assez. Je dirais pas qu'il est directement juridique, mais quand même ça fait écho. Mais comme je vous le disais, il n'y a pas beaucoup de cas dans lesquels on peut vraiment faire des expériences, surtout pas en Europe. Et donc, c'est quelque chose qui c'est intéressant à savoir. Je trouve que c'est intéressant à savoir, et c'était des beaux articles, mais au fond, on sait déjà que c'est pas le déterminant de fond, quoi. Alors ça, c'est l'objection classique. L'objection classique, c'est on le savait déjà. Oui, et il y a plein de choses qu'on savait déjà et qui sont démontrées empiriquement. Mais l'étude empirique ne va pas forcément apporter. C'est un mot de ma conclusion, mais disons que l'intérêt de l'étude empirique, c'est de passer de l'opinion à la connaissance. Vous voyez ? Donc, ou de l'intuition à la connaissance. Donc, on pouvait avoir une connaissance intuitive. Là, on a une connaissance qui est appuyée sur des robuste. Les médecins, ils disent evidence-based médecine. Je suis toujours fascinée par l'énergie que ça prend. En plus, d'écrire des articles comme ça, avec tout l'appareil de lecture, truc et tout, puis en fait d'avoir un résultat qui est pas très long pour dire voilà. Et je suis toujours fascinée parce que je me dis quelle énergie et à quoi on passe la science, à quoi est-ce qu'on passe du temps à faire la science dans un monde qui a une énergie finie, quoi. C'est un débat en soi, mais la science prend du temps. Et alors les économies, c'est particulièrement des ayatollahs, ça prend plusieurs années pour publier un article. Ils sont révisés par 50 millions de reviewers. Voilà, c'est la science qui est la plus exigeante qu'elle j'ai été confrontée. C'est l'économie. Donc voilà, on peut se demander à quoi ça rime, mais voilà, c'est une question de philosophie et de choix épistémologiques. Alors justement, maintenant les quasi-expériences. Donc là ici, bon, comme on dit, ne faites pas ça seul chez vous. Là, il faut travailler impérativement avec des économistes, puisque c'est eux qui maîtrisent ce type de méthode. En fait, ce sont des méthodes économétriques.
et qui sont pratiquées dans l'économie empirique. Alors, je ne sais pas quelle vision vous avez de l'économie, mais oubliez vos visions anciennes de l'économie néoclassique ou je ne sais quoi, qui fait des théories qui n'ont rien à voir avec le réel, etc. Bonjour, l'économie, c'est plus ça aujourd'hui, d'accord? Bon, ça existe encore, d'accord? Alors, il y a un projet de recherche actuellement qui s'appelle Causal Claims et qui a quantifié l'évolution dans la discipline économique de la part du théorique et de l'empirique. Eh ben, les deux courbes se croisent. C'est-à-dire que les théoriciens, ils étaient 80% avant, maintenant les travaux théoriques en économie, c'est 20% et l'empirique, c'est 80%. Donc aujourd'hui, et Tirole, en 2018, avait fait une tribune dans Le Monde qui s'appelle L'Homo economicus a vécu, où il explique bien ça, les raisons pour lesquelles on passe de l'économie théorique à l'économie empirique, la révolution de la crédibilité, etc. Donc aujourd'hui, la plupart des économistes font des travaux empiriques et qui d'ailleurs sont pas forcément, enfin concrètement, moi ce que je vois de l'économie de l'environnement, ça n'a plus rien à voir. Enfin, ils sont pas là pour étudier la croissance ou le profit des entreprises. En fait, ils étudient l'environnement avec leur méthode. Donc ici, vous avez essentiellement 3 méthodes qui sont alors c'est des méthodes statistiques très sophistiquées qui visent à s'approcher d'un design causal. Donc on va essayer c'est pour ça qu'on appelle ça quasi-expérience. On va essayer de s'approcher de ce qu'est une vraie expérience. Donc je vais vous donner des exemples de ces trois méthodes, mais ça permet aujourd'hui, quand c'est bien fait, on considère que ça permet d'affirmer la causalité sans avoir besoin d'un essai contrôlé randomisé. Donc c'est pas du tout anodin. Et d'ailleurs, j'ai des copains économistes qui travaillent avec des médecins pour sensibiliser les médecins sur le fait qu'ils auraient à gagner à utiliser ce type de méthode. Donc c'est quand même pas rien. Alors la première méthode, c'est la méthode des doubles différences. L'exemple classique, c'est la taxe carbone en Suède. On va mesurer un résultat environnemental, par exemple dans le temps, par exemple les émissions de gaz à effet de serre, et on va regarder un groupe traitement, donc par exemple la Suède qui a reçu la taxe carbone. Donc au moment là, vous voyez en 2011 par exemple, imaginez qu'il y a une loi qui met en place la taxe carbone. Et on va la comparer à un groupe contrôle, soit par exemple la France, parce que on a trouvé que dans le passé leurs émissions de gaz à effet de serre suivaient la même tendance, et donc on considère que c'est 2 pays comparables. Et la Suède met en place la taxe carbone, la France ne met pas en place. On regarde la différence d'effet au niveau des émissions de gaz à effet de serre, et là on peut conclure que c'est bien la taxe carbone qui a eu un effet et pas d'autres variables omises ou confondantes. Et parfois même, ils créent un groupe contrôle synthétique, c'est-à-dire qu'ils inventent une Suède synthétique, ils mélangent des caractéristiques de différents pays pour obtenir vraiment des courbes soit identiques, soit parallèles dans le passé et observer la différence qui se manifeste après l'intervention. Hier a été publié, donc j'ai immédiatement mis ça, avant-hier, pardon, j'ai immédiatement mis ça dans mon PowerPoint, a été publié dans le European Journal of Empirical Legal Studies, un article d'une collègue économiste, doctorante économiste qui est une française en Pays-Bas, qui a étudié la directive de 2014 sur le reporting non financier des entreprises. Vous savez, c'est les boîtes de plus de 500 salariés qui sont obligées de faire du reporting non financier. Et là, elle a trouvé, en utilisant cette méthode, un effet positif sur les performances environnementales des entreprises, sauf dans les secteurs les plus polluants. Donc, dans les secteurs les moins polluants, on détecte un effet positif, mais pas dans les secteurs les plus polluants. Donc, visiblement, dans les secteurs les plus polluants, c'est pas une incitation suffisante. Et très intéressant, elle détecte aussi ce qu'on appelle le Brussels Effect. Il doit manquer un S peut-être. C'est-à-dire le fait que une norme juridique de l'Union européenne, évidemment, a un effet sur les entreprises européennes. Bon, ça, ok, elle le mesure, ok, très bien. Mais a aussi un effet sur les entreprises non européennes qui ne sont pas juridiquement soumises à la réglementation, mais qui ont des activités en Europe. Et d'ailleurs, ça, vous le voyez aussi beaucoup en Amérique du Sud. Hein. Vous parlez à des collègues, par exemple en Argentine, ils disent,
allez-y, continuez à progresser en droit de l'Union parce que ça nous fait progresser aussi nos standards. Parce que pour la Suisse, si on veut exporter chez vous, on est obligé de respecter vos standards. Donc ça, c'est quand même intéressant, surtout pour les positivistes. C'est quand même intéressant de voir les effets. Voilà. Ça, c'est ensuite la méthode des régressions en discontinuité. Ouais. Là, ici, on va regarder ce qui se passe de part et d'autre d'un seuil. Alors, je vous donne un exemple parce que, alors, on n'a pas encore fait, mais j'ai un projet là dans lequel on va recruter un postdoc pour essayer de faire ça. Et alors, des seuils réglementaires, on en a plein en droit de l'environnement. Donc, on peut s'amuser ici. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va comparer, par exemple, les projets d'énergie renouvelable en dessous du seuil de soumission à l'étude d'impact et au-dessus du seuil de soumission à l'étude d'impact pour voir, est-ce que le fait qu'un projet soit obligé de faire une étude d'impact, est-ce que ça le rend moins nocif pour l'environnement derrière? Donc voilà, en regardant, est-ce qu'il y a finalement une rupture de part et d'autre de ce seuil? Est-ce qu'on observe une rupture dans les résultats, dans les indicateurs environnementaux? Et ça aussi, c'est un design quasi causal. Là, vous avez un autre design quasi expérimental qui est celui de la variable instrumentale, où là, on va chercher une variable qui est quasi ou totalement aléatoire pour étudier un effet causal. Donc ici, vous avez un article où on étudie le contentieux de l'environnement en Inde et on regarde son effet sur la pollution des industries. Quelle est la variable aléatoire, la variable instrumentale en l'occurrence? C'est le fait que les dossiers contentieux sont attribués aléatoirement à différentes juridictions, à différents juges. Bon. Le résultat, c'est que quand il y a un contentieux contre une industrie, il y a une réduction significative de la pollution. Intéressant. Mais cette réduction ne dure que pendant la durée du contentieux. Et ensuite, progressivement, le niveau de pollution revient à la normale. Et par ailleurs, ils ont aussi regardé si on pouvait détecter un effet du contentieux sur la mortalité infantile. Alors, vous savez, ça, c'est les Américains, ils font beaucoup ça, par exemple. Sur le site de l'EPA, vous avez des études sur le Clean Air Act. C'est ce qui fait qu'il n'est pas remis en cause par Donald Trump, par exemple. Donald Trump, il remet en cause beaucoup les lois climatiques, mais pas tellement le droit de l'environnement traditionnel. Ce qui est au-delà du Clean Air Act. Il y a un tas d'études qui montrent que le Clean Air Act a eu, j'aurais pu en parler d'ailleurs, j'ai oublié, mais ce chiffre en temps de mortalité infantile, une réduction de la mortalité infantile de temps de décès. D'accord. Donc ça aussi, quand on vous dit le droit de l'environnement, ça sert à rien, l'a écrit Dominique Bourg dans un célèbre article, ça n'a pas d'impact, c'est pas efficace, etc. Bon, je pense que la question de la mortalité infantile suffit à satisfaire ces personnes. Autre type de design, les études, ce qu'ils appellent event studies. Donc là, c'est des études en quelque sorte avant-après un événement. Et si vous avez un exemple, c'est à ma connaissance la seule étude qui étudie l'impact des contentieux climatiques, qui étudie de manière sérieuse l'impact des contentieux climatiques. Malheureusement, il n'y a aucune étude qui étudie l'impact des contentieux climatiques sur les émissions de gaz à effet de serre. Et eux, ils ont regardé si les contentieux contre les entreprises font baisser leur valeur boursière. Bon, la réponse est oui, mais de manière infinitésimale. Ils trouvent des résultats autour de 1,5 à 2% dans les mois qui suivent le dépôt d'une plainte et un tout petit peu plus quand l'entreprise est condamnée. Mais là aussi, vous avez un effet causal des contentieux. Autre type de méthode, ici, c'est ce qu'on appelle la lexicométrie. Alors, il y a différents outils qui peuvent permettre de faire ça. Moi, j'avais utilisé dans mon HDR, j'ai utilisé un outil en ligne qui s'appelle Gallicagram. Donc, ça permet de mesurer de compter l'occurrence de mots, ou les occurrences d'expressions. C'est pas seulement les mots, c'est aussi des expressions dans des corpus textuels. Et là, c'est des corpus que vous retrouvez notamment sur Gallica. Donc, vous avez tout Gallica. Donc, si vous voulez vous amuser à étudier les manuels d'Oriou Duguy, qui sont sur Gallica et compter le nombre de fois où il y a prérogative de puissance publique ou je sais quoi, vous pouvez le faire. Et je donne des idées de recherche à vos amis administrativistes. Mais ce qui est intéressant, c'est que Gallicagram est aussi indexé sur Percé. Et dans Percé, il y a plein de revues juridiques. Ah oui, oui.
Donc moi, je me suis amusé, et notamment la revue juridique de l'environnement. Donc, jusqu'en 2018, je crois. Donc, d'abord, l'une des questions que je me posais, c'était, vous savez, c'est la vieille question qu'affectionne notre ami Gilles Martin. La doctrine environnementaliste, ces publicistes dominants qui écrasent les pauvres privatistes. Bon, il n'a pas totalement tort, Gilles. Quand on regarde dans la revue juridique de l'environnement les citations de grands auteurs de la doctrine publiciste ou privatiste. Alors j'ai déterminé un peu arbitrairement les auteurs, je les ai choisis moi-même, etc. C'est tout à fait contestable, mais avec les auteurs les plus cités, c'est plutôt quand même des publicistes par rapport aux privatistes. Bon, on aurait pu choisir d'autres auteurs. Je dis pas que c'est solide méthodologiquement ce que j'ai fait, mais c'était une manière de se donner une idée. Ensuite, j'ai regardé la place des théoriciens du droit. Donc, vous voyez, j'ai fait Kelsen, Ross, Bobbio, Hart, Dworkin, Guastini, Tropper, Fersman. Bon, alors je sais pas, j'ai peut-être oublié quelques-uns, hein, mais j'ai regardé est-ce qu'ils étaient cités dans la revue juridique de l'environnement. Bon, oui, la réponse est non, avec une grosse anomalie en 2016. Pourquoi en 2016? Parce que il y a un numéro spécial sur la doctrine avec un article de Bétail sur la neutralité axiologique et un article d'un Lyonnais, je crois, sur qui c'est-il kelsénien ou un truc comme ça. Alexandre, qui c'était-il kelsénien? Donc il a dû citer Kelsen. Donc ça a dû faire sauter mes statistiques. Voilà. Et à droite, c'est les citations des mots méthode et méthodologie dans les différentes revues juridiques qui sont dans Percé. Donc les meilleurs, c'est les comparatistes. Les comparatistes, ils adorent la méthode, donc ils n'arrêtent pas de parler de méthode. Ensuite, c'est les internationalistes. Ensuite, c'est droit et société, évidemment. Puis l'annuaire international de justice constitutionnelle. Et ensuite seulement la revue juridique de l'environnement qui parle un tout petit peu de méthode aussi. Ça, ensuite, c'est une autre méthode qui s'appelle l'analyse de réseau, qui, à mon avis, est la méthode la plus intéressante, la plus facilement, une des plus facilement utilisables par les juristes, et qui est vraiment très adaptée à la description du droit parce que elle étudie l'analyse des structures relationnelles, c'est-à-dire les citations entre textes. Bon, nous, ça nous intéresse parce que, par exemple, un code va renvoyer un article d'un code va renvoyer à un autre article d'un même code, d'autres codes, etc., etc. Pas en France, mais ailleurs, les juges se citent entre eux aussi. Donc, vous voyez, quand on parle de circulation des solutions jurisprudentielles à travers le monde, etc. Bon, là, on a un moyen objectif de mesurer ça. Et mon cher Philippe, toi qui est un aficionado du code de l'environnement, sache qu'en 2011, il y a des collègues qui ont fait une analyse de réseau du code de l'environnement français. Alors tu pourras aller regarder en détail, tu comprendras certainement mieux que moi les résultats. Mais ils ont, alors à droite, tu as le réseau du code de l'environnement français. Et ce qu'ils ont mis en évidence, c'est notamment qu'il y avait une structure dite en small world, c'est-à-dire une distance courte entre les articles. Ça veut dire quoi une distance courte? Ça veut dire que, je donne un exemple, en 2 citations, on arrive de n'importe quel article du code à n'importe quel autre article du code, au lieu de 10 par exemple. Vous voyez, plus le nombre de ponts, le nombre de citations qu'il faut faire est réduit. Donc, on va pouvoir parler de small world. On a quelques articles qui sont précités, qui sont appelés des hubs, et ils arrivent à détecter des communautés d'articles, donc des communautés qui se citent pas mal entre eux. Et ce qui est intéressant, c'est que ces communautés, elles sont totalement transversales entre les différents livres du code de l'environnement. Voilà, donc il y a plein de choses à tirer de ces vues d'analyse. Moi, ce que j'aimerais bien faire, mais d'autres le feront certainement avant, je vous invite à le faire, c'est reproduire ça, mais dans le temps. C'est-à-dire de voir quelle est l'évolution dans le temps. Si on considère que, il y a différentes manières d'interpréter, mais si le fait qu'un article cite un autre article, c'est un indicateur de complexité du droit, c'est intéressant de voir l'évolution dans le temps. Plutôt que vous voyez de parler au doigt mouillé, ah oui, le droit est complexe, oh là là, comme vous avez dit ça, et puis il suffit. Alors là, si vous en plus vous citez Edgar Morin, c'est formidable, vous êtes très intellectuel. Bon, vous voyez, là, vous pouvez mesurer ça de manière relativement objective. Donc ça me semble intéressant d'avoir ce type d'analyse dynamique. Alors moi personnellement, j'ai utilisé cette méthode aussi dans la HDR pour essayer de regarder
de décortiquer la doctrine environnementaliste, donc toujours sur mon échantillon de 122 articles entre 2013 et 2022. Et j'ai examiné l'ouverture de la doctrine. Vous savez, les environnementalistes, on est très fiers, on dit qu'on est très interdisciplinaires, très internationaux, etc., etc. Bon, voyons un peu si les environnementalistes sont ouverts. Alors, en haut à gauche, vous avez le réseau. Alors, plus les ronds sont gros, plus ils ont de citations. Donc, vous voyez que Philippe est très gros. T'as pris du poids, Philippe, au fil des années. Donc, vous arrivez certainement à l'identifier. Bon, voilà. Donc, je donnerai à personne, mais j'ai dans mon ordinateur le hit parade des articles des auteurs environnementalistes les plus cités. Mais ce qui m'intéressait, c'était pas de faire le hit parade, mais de regarder donc cette histoire d'ouverture. Alors, vous voyez sur les 3 graphiques du bas, le premier à gauche, c'est est-ce que les environnementalistes citent surtout des environnementalistes, ou alors est-ce qu'ils vont s'aventurer à citer des administrativistes, des civilistes, etc. Bon, en rouge, c'est les citations d'environnementalistes, donc vous voyez que c'est évidemment la couleur dominante. Alors là aussi, c'est pas une surprise, mais voilà. Est-ce que les environnementalistes sont si ouverts que ça aux autres disciplines académiques? Bon, bah quand même, là, le bleu est très dominant. Hein. Et est-ce que les environnementalistes sont très ouverts vers les auteurs étrangers? Bon, là aussi, le vert est dominant. Tout ça, c'est pas des surprises. Et bon, le problème, c'est que ça, c'est une photo et ça permet pas de voir des tendances. Alors, je l'ai pas reproduit là, mais j'ai aussi fait des tendances dans le temps, etc. Bon, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans la HDR, mais c'est là aussi, c'est assez rigolo à faire en plus. Donc, c'est intéressant. J'avais bientôt fini, je vous rassure. Alors là, ça, c'est une méthode que j'ai pas encore, sur laquelle j'ai seulement fait un test, donc j'ai pas de résultats tangibles, mais c'est ce qu'on appelle le topic modeling, ce qui va me permettre, alors là, je prends un échantillon, enfin, je prends pas un échantillon, je prends tous les articles, je prends les résumés de tous les articles publiés dans la RJE depuis 1976. Donc là, je réserve les résultats pour le colloque annuel de la SFDE en juin prochain que j'organise à Pau. Donc, si vous voulez avoir les résultats, savoir de quoi parle la doctrine environnementaliste, bah, vous le saurez en venant à Pau. Je vais essayer de modéliser les sujets qui sont traités par la doctrine environnementaliste. Donc, par exemple, une des questions qu'on peut se poser, c'est à partir de quand est-ce qu'on va voir apparaître les questions climatiques? Michel, en 76, il parlait pas de climat. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on va pouvoir regarder. Donc, tout ça, c'est les méthodes computationnelles par ordinateur. Donc, on détermine une liste de sujets principaux et ensuite on regarde leur évolution dans le temps. Mais on peut aller encore plus loin. On peut aussi faire, ça je l'ai pas du tout fait pour le moment, mais j'espère le faire bientôt, des analyses de sentiments, c'est-à-dire de voir si le champ lexical qui est utilisé est plutôt positif ou négatif. Donc, est-ce que la doctrine environnementaliste est de plus en plus optimiste ou de plus en plus sombre? Je ne sais pas. Ça fait un beau graphique. Et puis, des collègues américains ont inventé un truc qu'ils ont appliqué aux arrêts de la Cour suprême américaine, mais qui, à mon avis, pourrait être utilisé à la fois pour la doctrine et pour la jurisprudence en Europe, qui est de mesurer formalisme versus conséquentialisme. C'est-à-dire, est-ce que le raisonnement qui est dans le texte est plutôt formaliste ou est-ce qu'il prend en compte plutôt les circonstances, etc. Donc ça aussi, c'est une analyse que, alors je ferai peut-être pas sur la doctrine, mais qu'on fera probablement sur notre base de données d'affaires, de 1000 affaires au niveau européen. Voilà. En conclusion sur l'approche empirique en droit de l'environnement, quelques éléments qui sont un peu le fruit de ces quelques années passées à réfléchir là-dessus. D'abord, il faut constater qu'aujourd'hui, les études empiriques du droit de l'environnement, elles existent déjà, d'accord. Voilà, il y en a plein les revues scientifiques, mais voilà, elles sont produites par des scientifiques, donc forcément c'est insatisfaisant. Je vous ai donné l'exemple tout à l'heure de la directive oiseau, mais il y a plein d'études comme ça. Ce serait intéressant d'avoir dans l'équipe des juristes pour enrichir tout ça. Et d'ailleurs, j'ai un doctorant là qui va bientôt soutenir sa thèse. Lui, il fait une analyse de toute la littérature en biologie de la conservation sur les aires protégées et la protection des espèces. Et il essaye de voir qu'est-ce qu'on apprend sur le droit de l'environnement quand on lit de manière systématique
toute la littérature scientifique sur ce sujet. Voilà. Qu'est-ce que ça nous apprend de notre propre objet en tant que juriste et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour mieux l'exploiter, etc., etc. Donc j'espère qu'il pourra soutenir bientôt et que ce sera intéressant. Ensuite, je crois qu'il faut souligner l'importance de réduire le réductionnisme. Alors, qu'est-ce que c'est le réductionnisme? Le réductionnisme, c'est le biologiste de la conservation ou l'économiste qui va étudier une variable juridique, mais en réduisant la complexité, quoi. Et au lieu de distinguer les différents types d'aires protégées, il va dire bon, ça c'est une aire protégée, etc., etc. Donc là, je pense que si les juristes se mettent soit à produire eux-mêmes ce type d'études avec d'autres disciplines, soit entrent dans des équipes interdisciplinaires, il y a des possibilités d'affiner davantage justement les modélisations dont je parlais tout à l'heure. Voilà, aller un peu plus dans l'affinage. Ouais. Aujourd'hui, la littérature, je dirais, se focalise surtout sur l'impact. C'est-à-dire, est-ce que telle variable produit un résultat environnemental? Donc, quand c'est une variable juridique, est-ce que le droit produit un résultat environnemental? Alors ça, vous voyez, ça m'intéresse beaucoup. Là, je vous ai pas fait une revue de la littérature sur ça, mais c'est ce qui m'intéressait à la base pour réfléchir au discours des droits de la nature. Bon, clairement, la plupart des études que je lis montrent que clairement le droit de l'environnement, ça fait une énorme différence sur des résultats environnementaux. Bien sûr. C'est insuffisant. Donc, si vous voulez, la conclusion que j'en tire, c'est oui, on peut faire des progrès en termes d'application du droit de l'environnement, etc. Mais ce qui nous manque vraiment, enfin, si demain, c'est pas à moi d'en décider, mais si demain on veut une meilleure protection de l'environnement, il faut des règles plus radicales. Le fait d'utiliser du droit pour protéger l'environnement, ça marche, quoi. Voilà. Grosso modo, on peut discuter, etc. Mais grosso modo, ça marche, ça fait toujours une différence. Donc voilà, vous voyez les grandes envolées lyriques sur l'inefficacité, etc. Méfiance. Donc on se focalise beaucoup sur l'impact, et c'est le schéma que j'ai mis en bas. Vous voyez, la norme juridique A, impact direct sur la qualité de l'environnement. Ok, on arrive à évaluer ça. Par contre, on n'est pas capable de décortiquer les mécanismes qui font qu'une norme a in fine un impact. Donc je pense que l'avenir de la recherche, c'est vraiment d'essayer de décortiquer ces phénomènes sociaux là. Qu'est-ce qui se passe entre la norme et la qualité de l'environnement, par où ça passe, comment se manifestent ces effets. Et ça, en médecine, ils font ça tout le temps en fait, essayer de comprendre par où se manifestent les phénomènes, etc. Donc il faut progresser là-dessus. On a malheureusement peu de connaissances du fonctionnement réel du droit de l'environnement, sur comment le droit de l'environnement opère son emprise sur la nature, pour faire ça. Donc décomposition nécessaire des mécanismes causaux, importance des juristes de l'environnement et de la collaboration interdisciplinaire véritable, et j'insiste là-dessus. Si je caricature, intégrer un projet de recherche scientifique pour faire la sous-traitance juridique, c'est un premier pas, ça permet de s'acculturer aux scientifiques, etc. Et je pense qu'on ne doit pas se satisfaire de ça. Moi, je rêve d'un monde où nous poserons les questions qu'on veut et où on arrivera à agréger autour de nous des scientifiques pour nous aider à répondre à ces questions-là. Je pense qu'on n'y est pas encore, mais que c'est ça qu'on doit essayer de viser en tant que juriste environnementaliste. Et pour vraiment conclure, j'en ai parlé tout à l'heure, mais moi j'y vois un grand intérêt dans tout ça parce que on passe de l'opinion à la connaissance. Et voilà une petite promo. Loin en plus. Parfait. Oui, peut-être qu'il fera bon. On n'aura pas besoin d'échelle. Merci beaucoup.